Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 16 novembre. Soyez bienvenus ici en direct de notre studio de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation pour suivre pendant l'heure qui va suivre ce nouvel épisode des mardis de l'IH2EF. Alors ce numéro s'inscrit dans la continuité de notre édition de juin 2021 qui était consacrée à l'année de la biologie. Dans ce second temps, nous nous intéresserons plus particulièrement à la compréhension des enjeux autour de la biologie, mais aussi aux leviers de pilotage à disposition des acteurs du premier et du second degré. Alors pour en discuter, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir pas moins de 9 intervenants à distance que je vais sans plus attendre vous présenter tour à tour, à commencer par Ange Ansour. Vous êtes directrice du programme éducatif S'Aventurier à l'école de la recherche pour le Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Annie Boisbouvier, vous êtes inspectrice pédagogique régionale pour l'Académie de Grenoble. Caroline Bonnefoy, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, membre du groupe Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. Myriam Charlos, vous êtes inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale de l'Académie de Guyane. Catherine Jessu, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Pierre Ferrand, vous êtes enseignant en sciences et vie de la terre et chargé de mission au CNES de Toulouse. David Guilherme, vous êtes chef de mission de l'éducation au développement durable dans l'Académie de Rennes. Jean-Marc Moulet, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, doyen du groupe Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. Et enfin, Bertrand Pajot, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, également membre du groupe Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre. Bonsoir à vous neuf. Alors, 9 intervenants, ça vous impliquera d'être aussi précis que concis et je compte sur vous, voilà. Et bien sûr, ce sera mon rôle aussi pour être maître du temps et terminer à 18h. Donc, je vous propose une première phase sur laquelle nous allons être dans la continuité du temps 1 consacré à l'année de la biologie, ce temps qui s'est déroulé au mois de juin 2021. Et ma première question est donc pour Monsieur Pajot. Monsieur Pajot, nous nous retrouvons donc pour ce second temps avec le souhait de faire à la fois la part belle à ce qui se passe dans les classes et ancrer également les pratiques de pilotage dans un temps certes annuel mais également un temps long. L'actualité étant ce qu'elle est, nous avons aujourd'hui un bon exemple de pratique d'enseignement de la biologie et de sens donné avec la biologie, grâce notamment à Thomas Pesquet, donc l'astronaute français qui est revenu sur Terre. Pourriez-vous nous dire, dans un premier temps, en quoi consiste l'une de ces missions ? Alors, très brièvement, il s'agit de faire ici converger deux sources d'intérêt pour les élèves, parce que pour faire de l'éducation aux sciences ou le développement de la culture scientifique, il faut s'appuyer sur un point essentiel de l'humanité, c'est la curiosité. C'est celle qui dirige aussi les sciences, parce qu'un scientifique par nature, c'est curieux. Donc, il y a une très forte affinité des élèves et de leurs familles d'ailleurs sur le spatial et la mission, le succès de sa mission de Thomas Pesquet, la manière dont elle a été suivie par les médias et les médias sociaux notamment, extrêmement importante. Et puis, il y a l'intérêt aussi, nous, que l'on souhaite apporter dans l'année de la biologie sur les aspects purement biologiques de la chose. Et les deux ont convergé avec une expérience sur un organisme un peu énigmatique pour la plupart des gens, qui s'appelle le blob, ça c'est son nom commun. Tout à l'heure, Pierre Ferrand donnera peut-être son nom scientifique, mais qui est un micro-organisme particulier, qui est d'ailleurs, pour micro-organisme, il est visible à l'œil nu, il est souvent très fortement coloré, et surtout, il est doué de process d'apprentissage. Et donc, je vais laisser la parole à Pierre Ferrand, qui pourra décrire les objets, enfin les projets scientifiques et pédagogiques qui ont mêlé les et le blob. Merci, Monsieur Pajot. Alors, avant de donner la parole à Pierre Ferrand, je vous rappelle, vous qui êtes derrière vos écrans, que vous pouvez réagir à cette émission et poser vos questions à nos intervenants. Pour cela, rien de plus simple. Vous vous rendez sur la plateforme Mentimeter avec le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Vous posez vos questions, nos intervenants y répondront et vous pouvez également réagir à ces émissions des mardis de l'IH2EF en vous rendant sur Twitter avec le hashtag habituel direct IH2EF. Pierre Ferrand, donc vous êtes enseignant et chargé de mission au CNES à Toulouse. Je vais vous demander dans un premier temps de nous présenter le CNES et de nous présenter votre mission au CNES. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Ferrand, enseignant d'abord en sciences de la vie et en sciences de la terre. Et je travaille au CNES en tant que chargé de mission. Alors, le CNES a signé avec l'Éducation nationale une convention dont l'objectif est de promouvoir les sciences et technologies spatiales dans le domaine de l'éducation. La conséquence, c'est des formations, c'est-à-dire la mise en place de stages par les maisons pour la science, le PAF, etc. La réalisation de ressources et aussi la réalisation de bon nombre d'activités que vous pouvez chacun visiter sur le site du CNES sur la partie donc éducation. Cette partie éducation, c'est en fait un service à part entière au CNES. Voilà.
qui est composé de 8 personnes. Très bien. Alors, pour rebondir sur ce que nous disait M. Pajot juste avant, parlez-nous un petit peu de cette expérience menée dans l'ISS avec ce fameux blob. Alors, l'expérience menée dans l'ISS, c'est la mission Alpha. Mission Alpha, c'est une mission de 6 mois qui a été menée par notre astronaute français qu'a cité Bertrand Pajot, qui s'appelle Thomas Pesquet. Au cours de cette mission qui a duré 6 mois, 12 expériences ont été menées dans ce laboratoire de la micropesanteur qui permet de confronter les sciences à l'absence de pesanteur sur des périodes relativement longues et donc de faire des recherches à long terme. Parmi ces recherches, une était à destination des plus jeunes et l'ambition de cette expérience était de sensibiliser nos jeunes aux sciences et aux technologies du spatial et peut-être même de susciter des vocations, on l'espère. Le choix a été fait pour l'expérience menée par les jeunes de travailler, de faire un partenariat avec un institut scientifique qui est le CNRS et notamment une biologiste qui s'appelle Audrey Dussutour, qui est chargée de recherche au CNRS et qui travaille sur un être vivant qui s'appelle Physarum polysepalum, beaucoup plus connu sous le nom de blob et beaucoup plus facile à retenir. Alors, si je devais reprendre une phrase d'un journaliste, plus on le connaît, plus on se passionne pour lui, c'est vraiment le cas. C'est un organisme qui rampe, vous le prenez, vous le coupez en deux, vous obtenez deux blobs. Il peut fusionner, il n'a pas de cerveau, c'est une cellule unique, il est capable d'apprendre, d'élaborer des stratégies, il est quasi immortel, c'est pas un champignon, c'est pas un animal, c'est pas un végétal, donc c'est assez énigmatique. Donc l'intention a été de réaliser 2 expériences avec ce blob dans la station spatiale internationale et en parallèle de faire la même expérience, de mener les mêmes expériences dans les classes. Donc pour ça, on avait donc 3 partenaires et on s'est divisé un peu le travail dans ces 3 partenaires. Le CNRS, pour la partie scientifique, avec Audrey Dussutour, a en fait mis à disposition des classes le blob. En gros, c'est 4500 lots souches qui ont été distribués à tous les établissements par l'intermédiaire du CNES. Le CNRS a aussi élaboré le protocole le protocole industriel, c'est-à-dire la version qui était à bord de l'ISS, et puis le protocole avec les experts de l'éducation nationale pour pouvoir mettre ça à disposition des classes. En fait, on avait 2 expériences que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, une expérience sur laquelle le blob était dans une boîte seule et allait explorer son environnement. Donc ça, c'était l'expérience qu'on appelait exploration. Et puis, une autre expérience dans laquelle on a mis de la nourriture et il s'est dirigé donc vers cette nourriture. Le CNRS aussi a eu pour mission de faire vivre le forum des questions-réponses qu'il co-animait avec le CNES et avec l'Éducation nationale. Et puis le CNRS va aussi recueillir tous les résultats qui ont été réalisés, les expériences qui ont été réalisées dans les classes et dans la Station spatiale internationale pour en faire une publication scientifique un peu à l'idée d'une science participative. De son côté, le CNES a envoyé donc des blogs dans les établissements, a aussi co-animé ce forum de questions-réponses et puis a organisé des webinaires, des rencontres avec les enseignants pour pouvoir mener à bien cette expérience, mais aussi réaliser des rencontres avec Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale, avec des élèves. Et puis, le CNES a publié donc les résultats des expériences qui ont été menées par Thomas Pesquet. De son côté, l'Éducation nationale, à savoir l'inspection générale, mais aussi les représentants de l'Académie de Toulouse, alors je citerai le CAST, le DAC et les chargés de mission, ont mené à bien tout ce qui était appel à candidature, validation des candidatures, mais aussi la réalisation de pistes pédagogiques qui s'inscrivaient dans des projets d'apprentissage multidisciplinaires, et puis la réalisation de protocoles. Et quand je pense à des protocoles, c'était tous ceux qui étaient notamment liés aux conditions sanitaires et à la sécurité, en plus de co-animer, là aussi, les différents forums. Finalement, on a 4500 établissements, on a 2500 écoles de cycle 3, on a en gros 1200-1300 collèges, 600 lycées qui ont participé à cette expérience, donc l'expérience qui était relativement importante à l'échelle de la France essentiellement. Toutes les académies étaient représentées, l'académie de Versailles étant la plus représentée parmi celles qui ont participé. Chaque établissement a donc reçu son matériel, à savoir un blob, le papier sur lequel allait se développer ce blob, et un petit lot de goodies. Et puis, il devait mettre à disposition, pour faire l'expérience, du matériel. Donc, c'était des boîtes en carton pour faire de la pénombre, une lampe, des boîtes de pétri, des thermomètres,
et du matériel de prise de vue. Les réseaux sociaux ont été ont permis une collaboration entre les différents enseignants et donc ont permis aussi à ces enseignants de pouvoir monter des expériences beaucoup plus facilement. Alors, on va regarder les résultats. Je vous ai amené un blob qui a été mis en culture hier. Donc, le blob, alors ça, c'est l'expérience exploitation. Donc, exploitation, pardon. Alors, je ne sais pas si ça va être bien visible. Au centre de la boîte, donc, le blob a été déposé hier. Et vous voyez que le blob, en 24 heures, s'est déplacé déjà vers 2 lots de flocons d'avoine, qui sont sa nourriture. Et il se déplace par ces petits vaisseaux, ces espèces de pseudopodes qui vont lui permettre d'aller consommer sa nourriture. Les 2 autres n'ont pas été encore consommés et vont l'être dans les prochains jours. Alors, normalement, on devrait voir la vidéo, les 2 petites vidéos. Alors, j'ai sélectionné 2 petites vidéos. La vidéo de ce qui a été réalisé dans la Station spatiale internationale et la vidéo qui a été réalisée par une classe de la région de Chartres. Donc, à gauche, là, vous avez donc les 4 expériences qui ont été menées dans la Station spatiale internationale. Donc, ce sont des enregistrements qui sont réalisés sur 3 jours, avec une prise d'image sur toutes les 10 minutes. Et on voit donc, alors le blob met un peu de temps à se réveiller, mais à partir du moment où il est réveillé, on voit la façon dont il explore son milieu et dont il va exploiter la nourriture. À partir donc de tous ces résultats, et de celui-là plus de ceux qui ont été réalisés dans les classes, je disais, le CNRS va réaliser une publication scientifique pour essayer de voir comment se comporte le blob. Et là, le fait d'avoir, voilà, alors là on voit l'expérience qui a été menée par cette école primaire, le fait d'avoir donc une expérience à aussi grande échelle, c'est fabuleux pour la science et surtout fabuleux pour les élèves. Le bilan de cette expérience, c'est un grand succès en termes de participation, un grand succès en termes de coopération entre les instituts, que ce soit le CNRS, le CNES et l'Éducation nationale, un grand succès aussi industriel, puisque le CNES, le CADMOS, l'ESA, la NASA, l'astronaute ont aussi permis tous ces projets qui ont fait rêver, projets inédits, voilà, qui ont fait rêver beaucoup d'élèves. Voilà. L'exemple de pratique de l'enseignement de la biologie. Malgré tout, Pierre Ferrand, est-ce que vous avez des points de vigilance à soulever à l'issue de cette expérience ? Alors, quelques points de vigilance, notamment en termes de règles de sécurité. Là, je vous ai présenté une expérience qui a été menée sur un support qui était un papier. Donc, je vous le refais voir. Ici, pas de milieu de culture, donc très peu de chances d'avoir autre chose que du blob qui se développe dessus. En revanche, dès lors que j'utilise des milieux de culture, je peux me retrouver avec des parasites qui peuvent être nocifs, y compris pour l'expérimentateur. Donc voilà, des protocoles de sécurité qui ont été mis en place et qu'il faut vraiment respecter pour le bien de chacun. Pratique à encadrer et à ne pas reproduire chez soi, c'est ça le message. Par exemple, c'est une pratique de laboratoire qui se pratique au laboratoire dans des conditions bien particulières. Alors, je profite de ça pour dire que ça a été aussi l'objet de coopération entre des écoles primaires qui n'avaient pas forcément de laboratoire mais qui se sont rapprochées de collèges, des collèges qui se sont aussi rapprochés de lycées parce qu'ils n'avaient pas forcément le matériel pour éliminer le matériel. Donc quand on parlait de succès, c'est aussi un succès en termes de coopération, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les échanges de pratiques au quotidien. Et voilà, quelque chose une belle réussite. Eh bien, merci beaucoup Pierre Ferrand, merci également à Bertrand Pajot pour cette première phase introductive à notre émission des mardis de l'IH2EF. Je vous propose de passer à notre deuxième phase sur la richesse de la biologie et la compréhension des enjeux. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions à nos intervenants en vous rendant sur la plateforme Metimeter. Le code s'affiche juste en bas de votre écran. Vous saisissez votre question et vous nous l'envoyez. Et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF comme pour chaque émission. Bien, pour cette deuxième partie donc consacrée à la richesse de la biologie et à la compréhension des enjeux, je vais m'adresser maintenant à Madame Jésus. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Le début du XXIe siècle est le siège d'un grand tournant pour les sciences de la vie. Pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps ce grand tournant et nous préciser les avancées technologiques qui en sont à l'origine ? Oui, merci. En fait, souvent, comme très souvent dans l'histoire de la biologie, ce sont effectivement des avancées technologiques
qui ont permis récemment d'accéder à de nouvelles connaissances. Donc, je vais juste résumer les principales. La première, elle émarge au domaine de l'imagerie avec deux grands changements. Un changement d'échelle, puisqu'on peut désormais visualiser les objets d'étude jusqu'à un niveau atomique. Et l'autre changement, c'est qu'on peut observer des objets en vie sans avoir à les tuer au préalable, comme c'était le cas il y a peu, que ce soit à l'échelle de la cellule ou de l'organe, par exemple, on peut voir un cerveau humain en action. Alors un autre progrès spectaculaire, c'est la connaissance des génomes via leur séquençage, et avec notamment l'arrivée de la métagénomie, puisqu'on peut, à partir d'un simple prélèvement d'eau ou de sol, accéder à l'ensemble des génomes des êtres microbiens qui peuplent ce prélèvement, qu'ils soient connus ou non, et donc reconstituer finalement tout l'écosystème sans même voir ces micro-organismes. Et puis en matière de génome, on peut aussi accéder à des génomes de plus en plus anciens, d'êtres éteints il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Bien sûr, il faut citer aussi les progrès technologiques colossaux en matière de manipulation du vivant, que ce soit manipulation des génomes, mais aussi manipulation des cellules et des tissus par des techniques d'ingénierie. Et ces nouvelles technologies, elles ont généré des changements dans les approches d'investigation. Maintenant, pour répondre à une question biologique, il est possible pour les chercheurs de démarrer en analysant l'intégralité des propriétés de son objet d'étude, son génome, l'ARN, les ARN, les protéines, toutes les petites molécules métaboliques. Et donc, grâce à des méthodes ensuite informatiques et mathématiques, à l'intelligence artificielle, on peut donner du sens à ces milliards de données de façon à ce qu'elles fournissent des modèles prédictifs. Et à ce stade, bien sûr, il est important, même essentiel, que les biologistes évaluent ces modèles par une approche plus traditionnelle qui est l'expérimentation. Voilà, en gros, pour le tour des technologies. Quelles sont les grandes découvertes et les grandes perspectives que ces technologies ont ouvertes ? Si je peux avoir la première diapositive pour l'illustrer, l'une des plus grandes surprises actuelles émarge en fait à la microbiologie, et c'est vraiment la découverte de l'immensité et de la diversité des micro-organismes de la planète. Ce qui frappe, c'est la quantité de ces micro-organismes, la majorité qui forment la majorité de la biomasse planétaire, leur diversité et le fait qu'on ne les connaisse pas au final. 60% des bactéries vivent dans les océans, on en connaît au maximum que 5%. La majorité des virus sont aussi dans les océans, et là encore, c'est complètement un terrain inconnu. Enfin, le fait qu'ils ont colonisé tous les milieux, vous voyez un certain nombre d'exemples en haut de la diapo, ils sont notamment présents dans des milieux qu'on qualifie d'extrêmes. On retrouve des bactéries dans des milieux bouillonnants, hyper salés, hyper acides, mais aussi à très grande profondeur, à des pressions énormes, sans lumière, sans oxygène, à des températures folles, ou exposés à des rayonnements d'une force extrême, ou encore dans le sous-sol à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc force est de constater que la vie est beaucoup plus créative que ce qu'on pensait. Elle peut prospérer dans des milieux qu'on avait à tort qualifiés d'impropres à la vie, grâce à des caractéristiques dont nous n'avons aucune idée encore actuellement. Et dans le même domaine, la découverte de nouvelles entités qu'on a baptisées, faute de mieux, virus géants, que vous voyez dans la partie basse de la diapositive sur la droite, remet en question quelques dogmes en fait sur le vivant, parce que ces nouveaux mégavirus, ils ont des propriétés qui les font ressembler au virus, mais ils ont aussi des propriétés qui n'ont rien à voir avec celles du virus, entre autres leur taille et celle de leur génome qui sont énormes. Et il est d'ailleurs impossible de les localiser dans l'arbre du vivant. On a sûrement affaire à de nouvelles formes de vie dont on ignore tout. Donc la conclusion de ces découvertes, c'est qu'il nous faut changer finalement un peu notre conception de la vie. La microbiologie, c'est donc un secteur très important en raison des rôles qui sont joués par les êtres microbiens, qui sont en symbiose avec d'innombrables autres êtres vivants, qui sont essentiels dans les flux énergétiques et nutritifs de la planète, mais aussi le fait qu'ils abritent de nouvelles formes de vie et qu'ils nous renseignent sur les origines de la vie sur la Terre, ou d'ailleurs peut-être sur d'autres planètes, et sur l'histoire de la vie. Et l'histoire de la vie, ça me permet d'enchaîner avec le deuxième enjeu, qui est cette histoire. L'arbre du vivant, il a complètement été redessiné il y a peu, d'abord par la découverte d'un troisième règne du vivant, aux côtés des bactéries et des eucaryotes. Le troisième règne, c'est les archées que vous voyez. Et la représentation actuelle de cet arbre ou de ce buisson a énormément changé
aussi grâce à la génomique qui a redessiné avec beaucoup d'exactitude les liens de parenté et de filiation qui n'étaient jusque-là basés que sur des observations morphologiques. Mais c'est également les échelles de temps qui ont été modifiées, et puis, comme vous voyez, la masse des unicellulaires dans l'histoire et jusqu'au temps présent. Alors, une autre grande question liée à l'évolution, c'est la nature de son moteur, comment créer de la nouveauté. Il semble qu'un moteur essentiel d'émergence de la nouveauté repose sur des remaniements de grande ampleur de génome avec l'intégration massive de gènes. Vous enseignez sûrement au lycée l'origine des eucaryotes à partir d'une symbiose entre une archée et une bactérie, que vous voyez sur la diapo, ou celle de la lignée verte, une autre symbiose entre une bactérie photosynthétique et une cellule eucaryote. Et donc ces transferts horizontaux de gènes, voire de génomes, ont vraiment animé l'arbre du vivant. Et le rôle des virus, d'ailleurs, a été assez important. 10% de notre génome, c'est de l'ADN rétroviral qui a pu être à l'origine de quelques innovations intéressantes, comme la fécondation ou le placenta des mammifères. Et ça nous rapproche de l'histoire aussi de l'être humain, qui, elle aussi, est un domaine qui connaît des avancées majeures aujourd'hui et qui montre que l'évolution de cette espèce, la nôtre, dépend, comme toutes les autres d'ailleurs, de brassage et de mixité. Alors, un troisième enjeu, ça concerne l'ADN, parce que si l'étude des séquences d'ADN, c'est la clé pour comprendre l'histoire du vivant, en fait, l'organisation, le fonctionnement des génomes, c'est encore presque une terra incognita, en tout cas une boîte noire. C'est le troisième domaine en plein défrichage. Alors, il y a l'étude de la compaction de l'ADN, de sa topographie tridimensionnelle à l'intérieur du noyau, qui conditionne la façon dont il s'exprime. Ça, c'est un enjeu majeur qui est mené entre biologistes et physiciens. Un autre enjeu, c'est le monde des ARN dits non codants, qui, même s'ils ne produisent pas de protéines, jouent des rôles absolument essentiels chez tous les êtres vivants sans exception. Ces rôles sont très divers, ça peut relever de la fonction immunitaire chez les plantes ou de l'inactivation du chromosome X chez les mammifères, mais ils sont essentiels, qu'ils soient portés par des petits ARN ou des grands ARN. Et donc c'est tout un nouveau monde à décoder qui change notre vision sur les fonctions de l'ADN, qui ne s'exercent pas qu'au travers des séquences codantes, et sur celles de l'ARN, qui ne sont pas que des intermédiaires entre les gènes et les protéines. Donc impossible dans cet enjeu des génomes de ne pas mentionner le champ de l'épigénétique, l'ensemble des mécanismes qui modifient de manière réversible et transmissible lors des divisions cellulaires l'expression des gènes sans changer la séquence de leur ADN. Donc, ce sont des mécanismes qui sont très importants dans le contrôle du vivant et qui sont en pleine étude, de même que les mécanismes qui permettent la duplication du génome avant les divisions, qui sont très loin d'être connus, et de même que ceux qui permettent la réparation de l'ADN. Ça, c'est des mécanismes extrêmement complexes et d'une importance, bien sûr, critique, évidemment. Donc, autre domaine plus compliqué à délimiter, car il sous-tend en fait de nombreuses sous-disciplines de la biologie, c'est celui des interactions entre les composants du vivant ou entre êtres vivants, et plus précisément les propriétés qui sont générées par ces interactions, quelle que soit l'échelle à laquelle elles se produisent, du moléculaire à celle d'un écosystème. Par exemple, comment ça fonctionne, les nuées d'étourneaux ou les bancs de poissons qui, vous savez, adoptent des formes très structurées, mais aussi une ruche ou une termitière, ou finalement n'importe lequel de nos organes ou un organisme multicellulaire qui est formé de milliards de cellules, tout ça repose sur des règles d'intelligence collective. Chaque élément du collectif n'a qu'une conscience très très partielle du groupe, de la structure globale de son groupe. C'est le groupe qui a la capacité, l'intelligence, la capacité cognitive qui lui est propre et que n'a pas chacun de ses composants individuels. Et ben c'est ainsi que les chercheurs maintenant abordent la physiologie par l'étude des interactions entre cellules d'un tissu, d'un organe, entre organes. Et donc c'est ce type d'approche qui cible en particulier l'étude du système immunitaire et bien sûr aussi l'organe probablement le plus fascinant, le cerveau, c'est milliards de cellules et de connexions, donc je ne développerai pas, même si les enjeux des neurosciences, et en particulier des neurosciences cognitives, sont absolument colossaux et l'un des terrains d'investigation majeurs de ce siècle. Alors ce champ d'investigation sur les interactions, il pose finalement la question du soi et du non-soi.
Si on prend le cas du microbiote intestinal, par exemple, à nouveau, 1 à 2 kg de bactéries, archées, levures, virus logés dans notre intestin, c'est 10 fois plus que le nombre de nos cellules, c'est 150 fois plus de gènes que nos gènes, et cette communauté, finalement, elle se présente comme une sorte d'organe qui est essentiel à notre vie. Donc, sûrement pas du soi, mais un organe vital, au même titre que ceux qui nous sont propres. Donc les limites entre soi et non-soi sont difficiles à tracer et de fait, il faut considérer pratiquement que tout être vivant est soit contenu dans un plus grand, soit en contient de plus petits. Et que toutes ces interactions entre espèces du vivant sont tout simplement essentielles à la vie des uns et des autres. Et ça m'amène au dernier enjeu. Dernier grand champ d'investigation, celle des interactions entre êtres vivants et entre êtres vivants et facteurs du milieu, c'est-à-dire l'immense domaine du parasitisme, des symbioses, du mutualisme, du commensalisme. Donc, toutes ces interactions qui régissent les équilibres des écosystèmes, c'est vraiment un enjeu majeur du XXIe siècle d'en comprendre les règles, qu'elles soient globales ou intimes, sans oublier donc l'influence des facteurs abiotiques sur le vivant. Les forces mécaniques sont très étudiées, à toutes les échelles d'ailleurs, mais d'autres effets, bien sûr, qu'ils soient chimiques ou les effets de diverses ondes, et bien sûr les influences anthropiques sur les grands équilibres du vivant, une forme d'interaction qui a toujours existé depuis que l'homme existe, mais qui s'est pour le coup brutalement accélérée depuis la période industrielle. Donc tout ça pour insister sur le fait que le vivant sur la planète, c'est vraiment une question d'équilibre de population, quelle que soit l'échelle de la cellule à l'écosystème, et que ces équilibres sont dynamiques, qu'ils évoluent, en fait, ils co-évoluent. Et effectivement, la planète n'a pas encore expérimenté les déséquilibres d'envergure que l'homme lui fait subir aujourd'hui dans une période de temps aussi courte. Et conclusion globale, c'est que sans la biologie, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit. On ne peut pas comprendre sa logique, on ne peut pas comprendre ses ressorts. Et sans les connaissances du vivant apportées par la biologie, on n'a pas non plus accès aux moyens technologiques qui permettent de l'améliorer ou de le réparer. Voilà, merci. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Catherine Jésus. Alors je rappelle, vous êtes directrice de recherche au CNRS et donc en synthèse de tout ce que vous venez de nous dire, pour récapituler un petit peu les 5 grands enjeux du XXIe siècle, ce sont donc 1, le champ de la microbiologie, 2, celui de l'histoire de la vie, 3, l'organisation et le fonctionnement des génomes, 4, les interactions au sein du vivant, avec notamment la physiologie de la cellule à l'organisme, et 5, les interactions entre êtres vivants et entre êtres vivants et facteurs du milieu. Merci en tout cas Catherine Jésus pour cet éclairage. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Marc Moulet. Alors cette fois, on va voir qu'il y a d'autres enjeux qui sont d'un autre ordre. Vous êtes donc inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, doyen du groupe Sciences et Technologies du Vivant, de la Santé et de la Terre. On va par exemple s'intéresser aux enjeux de la biologie, notamment sa place dans l'économie et en termes d'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? D'abord, je pense qu'il est important de reconnaître que pour des élèves, des étudiants, pour leur famille, il est légitime de choisir des voies d'orientation ou des métiers qui offrent des perspectives positives en termes d'emploi et en termes de perspectives de carrière. Donc, je crois que c'est important de porter un message clair sur ce qu'est la biologie aujourd'hui, sa place dans l'économie et ce qu'elle offre comme emploi dans le tissu industriel de notre pays. Et il y a un hiatus, il y a une contradiction, c'est que pour le grand public, en effet, la biologie n'est pas considérée comme étant porteuse de ces enjeux. Et pourtant, si on oppose à la biologie des métiers comme médecin, vétérinaire, pharmacien, ingénieur agronome par exemple, eh bien là, la situation s'inverse. C'est-à-dire que la biologie, en quelque sorte, va masquer l'ensemble des sous-disciplines ou des disciplines qui se nourrissent de la biologie et qui, elles, par contre, sont reconnues. Alors, je vais présenter finalement ces enjeux économiques en 2 temps. D'abord, comment nos politiques mettent la biologie au premier plan des différents plans de relance qui sont proposés, en particulier les plans de relance qui ont été mis en place suite à la crise de la Covid, et puis un état des lieux finalement économique de ce qu'est aujourd'hui la place de la biologie en économie. Alors si on regarde les 2 plans de relance qui ont été conduits, et l'inspection générale l'année dernière a été amenée à rencontrer les industriels qui ont été retenus lors de ce premier plan de relance,
et qui avait pour objectif justement d'identifier les points un peu saillants et qui faisaient défaut dans notre économie. La France et l'Europe dépendaient d'autres pays, et en particulier à cause justement des productions en lien avec la biologie. Alors on retient quoi? On retient des industries qui produisent des molécules alimentaires ou des compléments alimentaires, des industries qui vont produire des protéines avec des nouveaux process en biotechnologie, en particulier à partir des insectes. Alors je rassure tout le monde, c'est pour l'alimentation animale. L'agronomie aussi a été retenue, et en particulier pour les nouvelles technologies qui vont permettre de cultiver mieux et surtout avec moins d'intrants en particulier. Et là, on pense en effet à des conséquences ou des enjeux liés au développement durable. Le plan France Relance, qui va être impulsé au travers de 100 milliards d'euros, va déjà consacrer 30 milliards d'euros aux enjeux écologiques. Alors là aussi, évidemment, ça fait écho à ce que je viens d'évoquer, mais également, par exemple, à l'hydrogène vert. Il y a des enjeux très forts, là aussi, de production d'énergie. Dans ce plan que la France met en place et où le président de la République s'est largement exprimé, on trouve également la production de nouveaux biomédicaments. Et quand on parle de biomédicaments, derrière, il y a des biotechnologies. Ce n'est plus des médicaments issus simplement de la chimie. On a besoin d'organismes vivants pour les produire. On parle aussi des traitements de pointe avec des anticorps monoclonaux, par exemple, des traitements pour lutter contre les maladies neurodégénératives qui sont évidemment essentiels au moment où notre population vieillit, on le sait tous, et où là aussi, les métiers d'ailleurs qui sont portés par la biologie et qui sont dans ce champ professionnel vont avoir une importance capitale. Alors l'état des lieux, après avoir vu que les différents plans de relance et la politique mettent la biologie au premier plan, l'état des lieux, c'est quoi? Si on se réfère par exemple à ce que dit l'ANIA, qui est l'Association nationale des industries agroalimentaires, eh bien, 180 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires finalement de l'agroalimentaire en France, et c'est le premier poste budgétaire de la France. Agroalimentaire, évidemment, derrière, c'est de la biologie, et ce seul secteur dégage 14 milliards d'euros d'excédent pour la France. Évidemment, il faut y rajouter tous les métiers de la biologie. Je ne vais pas les citer, citer ceux que j'ai déjà évoqués, mais on peut y rajouter la prothèse dentaire, l'orthoprothésie, les bio-industries, le soin à la personne, les industries de la beauté et du bien-être, la cosmétique, l'esthétique, la parfumerie. Je ne cite pas tout ça au hasard, puisque ce sont les différents champs, les différents domaines que portent les STVST, avec pratiquement 60 formations qui sont dans l'ensemble de ces champs. La France Stratégie, donc, que vous connaissez tous, qui donc a pour mission de faire de la prospective, a publié un état prédictif des emplois en 2022, donc on y est bien sûr. Alors c'était un petit peu avant la crise, donc il y a sûrement des ajustements à faire, mais quand même 600 à 650 000 emplois, alors je le redis, 600 à 650 000 emplois par an dans le secteur de la biologie, dans l'ensemble des domaines que j'ai cités précédemment. Et un dernier point pour dire qu'en effet, on a besoin des jeunes et on a besoin de nos jeunes dans ces filières, c'est que l'ANIA, donc l'association que je citais tout à l'heure, estimait au printemps 2021 que 30 000 emplois n'étaient pas pourvus dans le seul secteur de l'agroalimentaire. Donc en effet, biologie, des enjeux scientifiques extraordinaires et qui font rêver. Je rebondis sur ce que Catherine Gessu nous a présenté. La biologie, un enjeu essentiel aussi pour notre économie de la France bien sûr, mais économie de l'Europe aussi. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Moulet, voilà qui vient clore cette deuxième partie sur la richesse de la biologie et la compréhension des enjeux. Je vous propose maintenant de poursuivre sur le sujet de l'année de la biologie, encore une fois en complétant les interventions par les témoignages d'action et l'identification par les pilotes des leviers à mobiliser pour assurer des effets dans le temps et permettre aux élèves de développer des compétences dans le domaine des sciences et de l'appétence. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions à nos intervenants en vous rendant sur la plateforme Mentimeter. Pour cela, vous saisissez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran et vous pouvez réagir également sur Twitter avec le hashtag #IH2EF. Je vais maintenant m'adresser à Caroline Bonnefoy. Caroline Bonnefoy, vous êtes inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Comme Jean-Marc Moulet, vous êtes membre du groupe des sciences
du groupe Sciences et Technologies du Vivant, de la Santé et de la Terre. Première question, donc, dans le cadre de cette année exceptionnelle autour de la biologie, vous allez nous proposer d'entendre un témoignage, une pratique autour de la biodiversité. Expliquez-nous tout. Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, de nombreux projets se mettent en place et en particulier un projet autour de la biodiversité ou plutôt de nombreux projets d'action commune entre l'Académie de la Guyane et l'Académie de Grenoble se mettent en place. En effet, grâce à l'énergie et la créativité des deux inspectrices pédagogiques, Annie Boisbouvier et Myriam Charlos, qui sont avec nous, on a un travail de partenariat très très fort qui s'est mis en place dans deux académies dont les environnements, la culture sont très différentes. Et donc leur appel à projet a reçu un très très grand succès et de nombreux établissements se sont portés candidats pour ces projets qui sont à la fois interdisciplinaires et interculturels. Mais je pense que je vais leur donner la parole pour vous les présenter plus précisément. Dans un premier temps, à Annie Boisbouvier. Vous êtes donc inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale de l'Académie de Grenoble. Et puis, on va vous laisser nous présenter ce dispositif. Je vais d'abord aborder les enjeux qui ont constitué le fondement de ce projet. Alors, tout d'abord, il s'agit de croiser les regards sur la biodiversité qui nous entoure, des regards scientifiques, mais pas seulement, aussi des regards sur les représentations que nous avons de cette biodiversité, ainsi que de croiser des approches interculturelles entre l'Académie de Grenoble et la Guyane, qu'elles soient donc des approches locales ou régionales. Donc tout ça, vous voyez, c'est un ensemble d'enjeux, ces deux enjeux qu'on pourrait ranger dans le domaine, se rendre compte en fait de la biodiversité qui nous entoure. Et puis nous avons deux autres enjeux qui sont vraiment importants aussi. Il s'agit de prendre en compte les compétences que vont acquérir les élèves, puisque les élèves n'arrivent pas vierges, ils ont bien sûr des connaissances sur la biodiversité et ils vont en acquérir tout au long de ce projet. Donc voici un enjeu pour nous qui est évidemment important en termes scientifiques, tout comme développer l'esprit critique de nos collégiens et de nos lycéens à travers les différents aspects de cette préoccupation. Et puis un dernier grand enjeu, qui est vraiment un enjeu fondamental pour nous. Il s'agissait aussi de mobiliser les différentes compétences de la langue française avec les élèves, que ce soit des compétences orales ou des compétences écrites, et ce tout au long en fait du parcours et du projet mené par les élèves de part et d'autre, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Donc on est bien dans le domaine du rendre compte de ce que j'ai découvert à travers ces projets sur la biodiversité. Je vous propose de vous définir très rapidement les objectifs du projet. Ce projet, en fait, il s'agit de monter un projet commun de classe à classe en mettant en relation une classe de Guyane avec une classe d'un établissement de l'Académie de Grenoble, afin de définir un objet d'étude commun, donc spécifique, de classe à classe, et d'élaborer une production finale commune qui sera partageable. Construire ce projet, on a demandé aux équipes projet d'obligatoirement intégrer plusieurs disciplines, donc de faire ça en interdisciplinarité. On vous expliquera un petit peu tout à l'heure avec Myriam comment nous nous sommes débrouillés. Et puis évidemment un objectif, mais qui est tellement évident, il s'agissait évidemment pour nous de travailler autour de l'éducation au développement durable et de faire travailler les élèves autour de cette démarche EDD. Très bien. Je vais peut-être laisser Myriam Charlos, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale de l'Académie de Guyane, nous présenter un petit peu les spécificités de son académie, et puis vous ferez de même, Annie Boisbouvier, par la suite. Merci. Donc, c'est une académie qui se situe géographiquement sur le plateau des Guyanes, entre le Suriname à l'ouest et le Brésil à l'est. Du point de vue des paysages, ce territoire offre un contraste avec une zone littorale plutôt urbanisée et une large et dense forêt amazonienne qui couvre une grande partie du territoire, plus de 90%, et qui renferme sa riche biodiversité. Du point de vue des habitants, la Guyane présente une diversité ethnique, linguistique qui fait sa richesse culturelle. Et pour finir, quelques chiffres, je dirais que l'Académie comporte environ 182 écoles, une trentaine de collèges, dont la majorité en contexte d'éducation prioritaire,
et puis 16 lycées, tous enseignements, toutes séries confondues. Je vais redonner la parole tout de suite à Annie Boisbouvier. Le temps qu'on vous repasse à l'écran, Annie Boisbouvier, vous avez la parole. Alors, l'Académie de Grenoble, c'est une très grande académie, 5 départements, 176 lycées, 327 collèges. Vous voyez sur la carte l'amplitude du territoire académique qui va, vous connaissez tous évidemment, les stations de ski, peut-être une de nos 166 stations de ski dans les Alpes, mais nous avons aussi de très très beaux paysages, puisque dans le sud de Drôme, vous avez des champs avec des oliviers, et puis un peu plus au nord, vous avez Lyon et le Rhône, qui est un fleuve quand même très intéressant à aussi étudier pour la biodiversité. Donc très vaste territoire, très riche aussi évidemment biodiversité, d'où une tendance à rester peut-être dans son territoire et ne pas élargir suffisamment ses horizons, d'où l'intérêt également de ce projet. Alors peut-être qu'on peut d'abord décrire le projet côté élève. Je ne sais pas laquelle de vous deux souhaite s'exprimer à ce sujet, peut-être Myriam Charlos. Donc, courant septembre, excusez-moi, une première visioconférence a permis aux équipes un premier temps d'échange, de prendre contact également et de présenter leurs intentions pédagogiques. Ensuite, en janvier 2022, ces équipes nous feront parvenir à Annie et à moi-même un descriptif de la démarche de projet qu'elles souhaitent mettre en œuvre avec leurs élèves de façon commune. Un nouveau point d'étape aura lieu en visioconférence en février. Et enfin, nous avons rendez-vous en décembre 2022 avec toutes ces équipes pour valoriser la production des élèves d'ici là. Et ces productions, par ailleurs, seront de nature très, très, très variée. Par exemple, des collégiens de l'Académie de Guyane et des lycéens de Grenoble élaborent en parallèle un reportage scientifique, on va dire, qui porte sur des écosystèmes des écosystèmes de leurs environnements respectifs, de leurs académies respectives, pour pouvoir justement porter un regard croisé sur ces écosystèmes. Mais d'autres équipes envisagent des productions de type articles scientifiques ou suivi d'espèces dans le cadre de sciences participatives. Très bien, merci beaucoup. Et puis peut-être un petit descriptif aussi côté enseignant. Annie Boisbouvier, je vais vous redonner la parole à ce sujet. Oui, merci Myriam pour ces précisions. Alors, côté enseignant, on a laissé volontairement une grande autonomie aux équipes. On leur avait demandé de postuler et de proposer un travail en pluridisciplinarité. Et on a laissé en fait les équipes choisir avec quelle discipline elles voulaient travailler. Nous avons juste imposé en fait le fait que le pilote, puisque c'était l'année de la biologie cette année, voilà, soit un professeur de SVT et que soit impliqué un professeur de lettres. Alors, on s'est retrouvé avec des projets avec de très, très nombreuses disciplines impliquées. Je ne sais pas si on voit la diapositive, mais je ne comptais pas les citer si on peut voir la diapositive. Voilà, merci. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, que ce soit dans les langues, le pôle humaniste, artistique et surtout artistique et culturel. C'était vraiment très, très intéressant, toutes ces disciplines impliquées dans ces projets. Il faut aussi souligner que les équipes ont englobé des élèves de SECPA, que nous avons également des élèves délégués dans ces projets, que les projets se font dans différents types d'établissements, ruraux ou en ville, dans des établissements REP, et que surtout quelque chose de très intéressant, c'est que les disciplines ne sont pas fixes, c'est-à-dire que les équipes nous disent au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle discipline qui n'était pas écrite sur le projet de départ, qui décide maintenant de participer. Donc vous voyez, c'est vraiment un projet qui est dynamique et qui s'invente au fur et à mesure, au fil de l'eau. Alors les chefs d'établissement sont également très engagés dans ces projets et sont très intéressés et vraiment sont un appui précieux pour nos équipes. Je dirais un petit mot, mais vraiment en quelques secondes, nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés des chargés de mission EDD, des chargés de mission académiques de part et d'autre qui nous ont bien aidés, bien épaulés tout au long de la construction de ce projet. Je tenais à les remercier par la même occasion. Peut-être une réaction, surtout un bilan, un croisement des regards sur ce projet. On va commencer avec vous, Myriam Charlos. Quels enseignements tirez-vous finalement de ce dispositif ? C'est un dispositif qui permet donc de travailler la maîtrise de la langue avec les élèves. Nous l'avons dit, c'est un enjeu important, très fort. Permet de mettre en œuvre l'éducation au développement durable dans les parcours des élèves.
il y a aussi là matière à impulser un travail en équipe pluridisciplinaire. Et puis, ici en Guyane, faire en sorte que davantage d'équipes et d'élèves s'intéressent plus à la biodiversité locale qui est bien présente. Et vous, donc Annie Boisbouvier, même question, un peu votre regard, votre bilan, votre point de vue sur ce dispositif et qu'est-ce que vous retenez comme enseignement ? Alors, je retire le dynamisme exceptionnel de nos équipes qui inventent, réinventent, qui nous envoient des projets sur les mythes et les contes autour de la biodiversité, des choses fantastiques dont on ne manquera pas de partager avec vous les retours. Moi, j'avais vraiment une envie de partager dans tous les établissements de mon académie et d'impulser une vraie démarche autour de l'éducation au développement durable, hein, qui est une démarche très forte dans notre académie. Donc ça, c'était un moyen aussi d'y contribuer. Et puis, d'élargir nos horizons à travers un croisement des regards. C'était vraiment important pour mon académie de s'ouvrir sur d'autres espaces, donc l'interculturalité. Et c'est pour ça que notre projet s'appelle Regard croisé sur la biodiversité. Eh bien, merci mesdames, en tout cas, pour ce témoignage. Merci à vous. Caroline Bonnefoy, si je me mets à la place des personnels d'encadrement qui nous écoutent, nous venons d'entendre un projet contextualisé, certes mis en place sur 2 territoires très différents, mais si je suis pilote dans l'académie de Corse ou de Strasbourg, par exemple, quel transfert est possible sur les territoires et les établissements d'exercice ? Ce qu'on a pu voir avec ce témoignage, c'est que ce qui a donné naissance à ce méta-projet, j'ai envie de dire, c'est la volonté de travailler ensemble, de 2 inspectrices de 2 académies très différentes, avec des environnements très différents et qui avaient la volonté de faire découvrir ces 2 académies, de faire travailler ensemble enseignants et élèves. Et le cadre finalement qui a permis de définir ce métaprojet est un cadre relativement souple et qui est donc tout à fait transposable entre établissements de 2 autres académies avec cette volonté de travailler ensemble. Alors, existe-t-il des aides au transfert ? Le cadre, le support, je pense que nos 2 collègues sont prêtes à mettre à disposition le cadre qu'elles ont écrit, formalisé pour lancer les appels à projets. Alors justement, si vous voulez peut-être réagir aux propos de nos intervenants du jour, et notamment des 2 personnes qui viennent de témoigner à l'instant, eh bien c'est bien simple, vous vous rendez sur la plateforme Mentimeter, vous rentrez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran, vous posez vos questions, on y répondra. Alors peut-être pas dans l'émission parce qu'on va avoir un délai un peu court, mais on y répondra après cette émission. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag #IH2EF. Et on poursuit cette 3e partie avec un nouveau témoignage. On va vous proposer cette fois un projet qui met à l'honneur la biologie, mais pas que, puisqu'il s'agit de comprendre comment il est possible de piloter un projet également transversal. Et pour cela, nous allons être accompagnés par David Guilherme. Monsieur Guilherme, comment peut-on engager une dynamique autour de la biologie auprès des élèves de votre point de vue ? Eh bien, en fait, pour piloter des projets de manière plus transversale, je crois qu'il s'agit de croiser les approches. Les collègues l'ont montré tout à l'heure, par exemple en croisant les sciences de la vie et de la terre avec des questions d'éducation, développement durable, mais aussi, pourquoi pas, d'éducation artistique et culturelle. Ça permet de sortir des entre-soi et d'intéresser aussi des élèves finalement à des problématiques contemporaines en lien avec les domaines portés par la biologie, par exemple. Alors, un exemple breton, on déploie comme de nombreuses autres académies ce qu'on appelle les aires éducatives, c'est-à-dire des petites portions de littoral que les élèves cherchent à s'approprier, dont ils orchestrent en quelque sorte la gestion participative, en fait. Et de manière assez indéniable, cette démarche implique évidemment une composante scientifique qui est liée à la connaissance du milieu marin en lui-même, mais ce n'est pas la seule entrée. Alors, cette entrée scientifique, elle est nécessaire car cette école que l'on fait dans la nature permet d'avoir, je crois, un rapport singulier avec cette nature, justement, qui est un rapport au réel. Ça permet d'acquérir des données. Et c'est certainement l'un des premiers piliers de la construction d'une démarche scientifique. Mais nous savons que tous les élèves ne vont pas forcément s'intéresser aux enjeux contemporains planétaires par une entrée qui serait strictement scientifique. Cette éducation que l'on fait dans la nature, eh bien, c'est aussi un rapport au sensible. Et ce rapport au sensible, il est propice à l'expression et à la création artistique. Quand on aime la nature, on peut aussi avoir envie de la sublimer, et en la dessinant, en la racontant par exemple, et on connaît tous de très nombreux récits d'explorateurs qui nous ont marqués, ou des fresques artistiques de célèbres peintres qui ont présenté la nature. Alors ces croisements entre science, art, développement durable, je crois que ça permet de s'ouvrir à d'autres domaines, mais aussi à développer des champs de compétences. Peut-être qu'on travaille
un peu moins souvent dans le cadre plus ordinaire de la classe. Je pense en particulier aux compétences psychosociales. On peut citer avoir une pensée créative, une pensée critique, évidemment, mais aussi avoir conscience de soi et de l'empathie pour les autres. Je pense à des projets, par exemple, qui permettent les élèves à s'exprimer de manière corporelle. On a une opération qui s'appelle Jeunes reporters des arts, des sciences ou de l'environnement, où, par exemple, des élèves d'une voie professionnelle ont observé des mouvements d'organismes marins et ont retranscrit ces mouvements dans une chorégraphie. Donc ça permet de faire cette expression corporelle aussi, d'observer les autres, de prendre conscience de soi et confiance en soi. Et donc, pour faire peut-être une transition qui parlait d'un projet sur lequel je vais donner un petit peu plus de détails, qui mêle art, éducation artistique et culturelle et biologie, c'est une école de Brest, donc du premier degré, qui a remporté le prix de l'audace artistique et culturelle qui est porté par la Fondation Culture et Diversité, en partenariat avec notre ministère de l'Éducation nationale, mais aussi le ministère de la Culture et le ministère de l'Agriculture. Ce travail a été mené par l'école de Brest, avec le centre de culture scientifique dédié à l'océan qui est Océanopolis à Brest, et la Carène, qui est en fait une salle de musique actuelle à Brest. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Bien, bon, s'il y a des biologistes qui nous écoutent, on sait bien que l'univers du monde marin est tout sauf un monde de silence. Et d'ailleurs, la recherche se penche aujourd'hui sur cette composante des écosystèmes marins qui est parfois peut-être un peu oubliée en écologie marine, mais on peut élever des sons comme des frottements d'antennes qui servent aux crustacés de communication, les crissements d'iceberg ou le bruit de l'eau qui coule, qui témoigne donc d'une fonte régulière et qui peut objectivement être une donnée qui renseigne sur des modifications climatiques. Alors, 3 artistes musiciens ont été hébergés en résidence à la Carène et dans le centre de culture scientifique Océanopolis Brest, et ils se sont appropriés des sons à l'aide de scientifiques. Ils sont immergés dans des environnements sonores, souvent inédits, et ils ont produit des créations, des concerts audiovisuels immersifs. Et ils ont travaillé donc avec les élèves, les élèves de l'école du Forestou. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait faire aux élèves ? Les élèves ont d'abord acquis des données, des marches scientifiques dont je parlais tout à l'heure, donc en enregistrant des sons d'abord dans l'eau à l'aide d'hydrophones à Océanopolis, mais aussi dans l'air à l'aide d'enregistreurs et sur leur aire marine éducative d'ailleurs, puisqu'ils disposent d'une aire marine éducative. Ils ont réalisé des études comparatives des sons capturés dans l'eau et dans l'air. Ils ont travaillé aussi sur des banques de sons fournies par le CNRS pour réaliser une discrimination précise de sons émis par des espèces marines. Tout ça, ça permet d'appréhender finalement le vivant d'une autre manière. Vous voyez, on est bien dans une démarche scientifique, mais avec un côté plus artistique et sensible. Et les élèves ont cherché à reproduire ces sons avec des bruitages, des instruments, des platines vinyles, par exemple. Et puis, ils ont aussi fait un travail de traitement des sons. Donc, on rentre là aussi sur des techniques en utilisant des logiciels afin de pouvoir les reproduire. Et in fine, le travail a conduit à la composition d'une pièce musicale à partir du matériau sonore récolté. Je crois que voilà, on a un exemple que j'ai trouvé ici intéressant, qui a été primé d'ailleurs au prix de l'audace artistique et culturelle, qui croise vraiment des entrées artistiques, mais d'une manière très scientifique. Merci beaucoup David Guilherme pour ce témoignage. Alors, je rappelle que vous êtes chef de mission de l'éducation au développement durable dans l'Académie de Rennes. Bertrand Pajot, je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Caroline Bonnefoy. Quel transfert possible sur les territoires et les établissements d'exercice ? Quels relais et quels acteurs sont à mobiliser ? Et surtout, que les moyens mis en place sont-ils transférables selon vous ? Alors, ils sont transférables dans plusieurs domaines, notamment parce qu'on a besoin de développer chez l'ensemble de nos élèves, qui sont par ailleurs des êtres biologiques, comme vous et moi, des connaissances sur la biologie, en s'appuyant sur ce qui est sensible, comme le soulignait David Guilherme, ou sur effectivement des éléments d'entrée qui ne sont pas obligatoirement seulement scientifiques. La science, c'est pour tout le monde et pas seulement pour les scientifiques. Et donc, par exemple, ce qu'il a cité est quelque chose qui, au niveau international, d'ailleurs, commence à fortement se développer sous l'acronyme STEAM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie, art et mathématiques, dans le sens où on peut effectivement développer des sujets scientifiques. Et d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes sont très sensibles aux aspects esthétiques de leur travail, parce que le CNRS, par exemple, récompense chaque année des très belles images de sciences, notamment sur la biologie, qui permettent de porter ça.
Donc des projets qui s'appuient sur d'autres types d'enseignements, comme l'ont souligné déjà des collègues, sur les arts, sur d'autres approches sont extrêmement importantes et utiles, et on peut les développer partout, puisque par ailleurs, on peut avoir dans les différentes disciplines, en école, en collège ou en lycée, des entrées diverses. Et puis, il peut y avoir des choses beaucoup plus ponctuelles. Le sujet de l'enregistrement de sons sous-marins, un sujet qui pourrait parfaitement être développé dans l'ensemble des lycées français avec l'enseignement scientifique en première, en terminale, où il y a un projet, effectivement, dit scientifique et numérique qui permet d'aller du signal jusqu'à son acquisition, à son traitement. Donc ça, c'est un point. Et puis, il y a plein d'autres choses mobilisables, y compris qui permettent de faire changer les représentations initiales des élèves, ce qui est toujours un point pédagogique extrêmement intéressant. Dans les livres, dans l'histoire de la vision du monde vivant par l'humanité, il y a souvent une représentation de l'échelle du vivant, avec plusieurs barreaux d'échelle, et souvent représentés d'ailleurs dans les iconographies comme une vraie échelle, dans lequel il y avait les êtres dits inférieurs tels que définis à l'époque en bas, et puis au fur et à mesure on montait toujours vers l'humanité. Eh bien, comme l'a souligné Catherine Jessus tout à l'heure, de nos jours, c'est plus une échelle, c'est un buisson très foisonnant, avec des bravos très intermêlés, et ne cesse de faire travailler les élèves en représentation. Et puis, d'autre part, tout support, nos élèves aussi sont férus de communication, ils ont des outils de communication dans leur poche, c'est leur smartphone, ils peuvent faire des photos, des enregistrements, participer à des séances participatives avec ce même outil. Et donc, il y a plein de manières de développer ces approches de culture scientifique dans les poches de nos élèves et dans les établissements. Merci Bertrand Pajot. On va terminer avec un dernier témoignage. Cette fois-ci, je vais m'adresser à Ange Ansour. Vous êtes directrice du programme éducatif Les Saventuriers, école de la recherche au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Nous allons notamment évoquer l'action des Saventuriers. Alors, c'est une action qui est assez connue depuis plusieurs années, mais qu'en est-il exactement? Expliquez-nous. Bonjour à tous. Donc, Saventuriers École de la Recherche est un programme éducatif du CRI et nous avons 3 axes d'action. Le premier, que j'appellerais d'intervention, il s'agit de déployer des projets qui soient de longue ou de courte durée dans les classes dès la maternelle jusqu'au lycée sur un modèle que nous appelons l'éducation par la recherche, sur lequel je reviendrai. Un deuxième axe est celui de ce qui relève de la formation et du développement professionnel. Et le troisième, fidèle à la culture du CRI, c'est un axe de R&D, c'est-à-dire de recherche et de développement autour de l'éducation, de production de ressources, d'exploration de nouveaux champs, etc. La chose sur laquelle je voudrais un petit peu insister, c'est cet aspect que nous appelons l'éducation par la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une simple réplication, une autre appellation de la démarche d'investigation? Et c'est là où je vais proposer, s'il vous plaît, si on peut passer les slides. En fait, depuis plusieurs années, si on peut passer la première slide, je vous remercie, en collaboration avec plusieurs chercheurs et de très nombreux collègues dans un modèle de collaboratoire, nous avons essayé de modéliser la démarche de recherche scientifique, donc non pas simplement la démarche d'investigation, à l'attention des publics scolaires. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, notre objectif était en premier d'initier les élèves à la fabrique des savoirs. En quoi un savoir a-t-il un statut différent de celui d'une information, même si elle est exacte, correcte, vérifier et valider. Donc un savoir, c'est pas la même chose. C'est ce qu'on lit dans un manuel, c'est un savoir, c'est pas une information. Et donc on voulait que les élèves aient une expérience de la production des savoirs à l'école. Nous avons donc modélisé la démarche de recherche en 8 dimensions. La première modélisation que vous voyez est ce que nous appelons l'approche chronologique. Elle est destinée aux plus jeunes élèves. Donc, on part toujours des questions des élèves, mais on voit bien que les démarches de projet par question sont limitées. Donc, nous avons voulu donner des outils, des méthodes conceptuelles de travail avec les élèves. Donc, on a mis au cœur, pour les plus jeunes, ce que nous appelons l'état de l'art, donc la démarche documentaire, ce que nous disent les enseignants. Il ne suffit pas de faire de la manipulation, il ne suffit pas de faire de la démarche d'investigation, il ne suffit pas simplement d'expérimenter. Il faut un petit peu, peut-être, en amont, pendant, lire beaucoup, avoir des connaissances conceptuelles, des méthodologies propres au champ d'investigation. Donc, vous voyez bien, je ne vais pas aller détailler les 8 dimensions, mais on part des questions pour arriver à la fin à une forme de restitution qui peut être un article scientifique. Nous avons des modèles de rédaction d'articles scientifiques très normés parce que ça aide les élèves à proposer leurs problématiques au début, développer leur méthodologie, leur bibliographie et comment la problématique a évolué. Le second modèle est un modèle un peu plus complexe, qu'on appelle le modèle logique, qui est destiné aux lycéens, voire aux premières années de post-bac type BTS. Et donc, vous voyez, la grande différence dans ce modèle, c'est la problématique qui est au centre.
Parce que les élèves apprennent petit à petit qu'à chaque moment où ils récoltent une nouvelle donnée, ils lisent un nouveau document, acquièrent un nouveau résultat, c'est leur problématique en tant que telle qui évolue. Et lorsqu'ils restituent à la fin, il ne s'agit pas, comme pour les plus jeunes, de restituer tout simplement des résultats obtenus, mais de pouvoir les discuter, les situer dans un champ d'investigation. Donc l'idée surtout, c'est aussi de montrer comment ça se fait concrètement. Là, je viens de donner des principes généraux, et donc comme c'est l'année de la biologie et que je souhaite parler très particulièrement des aventuriers du vivant et après des aventuriers de la biotech, je vous donne un exemple d'une classe de CM2 qui travaille sur des projets de ce qu'on appelle nous aventuriers du cerveau, donc qui peut traiter des affects, des émotions, des neurones, du système neuronal, des synapses, etc. Donc vous voyez bien que voilà, les questions initiales des élèves peuvent aller un peu dans toutes les directions, sur le goût, les dégoûts alimentaires. Comment petit à petit, à travers la lecture, les échanges avec le mentor scientifique qui accompagne les classes, à travers quelques enquêtes, ils vont un peu plus partir vers des questions un peu plus scientifiques. Ils vont intégrer une terminologie différente. On va passer de « j'aime pas » à une empreinte négative. On va parler d'un repas à un aliment, etc. Une information visuelle, une information gustative pour aboutir à une vraie question qui peut faire l'objet d'un traitement scientifique. C'est la problématique. Et là, on arrive, est-ce qu'une aversion alimentaire acquise pendant l'enfance est activée, donc elle est renforcée par l'aliment, sans information visuelle? Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une simple démarche d'investigation où ils vont manipuler, plus ou moins aboutir à un résultat, puis après l'institutionnaliser avec l'enseignant. Il s'agit vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait la spécificité d'une question scientifique. Et dans le domaine des sciences du vivant, c'est quelque chose d'extrêmement accessible avec les élèves et on l'a beaucoup expérimenté, notamment dans le domaine des biotech depuis 2014, au début avec les lycées techno, puis après avec des classes de premier et collège, notamment en Île-de-France, dans l'année 2017-2018, pour dire précisément, ou plusieurs centaines d'élèves. Quel est l'intérêt des sciences du vivant et des biotechnologies en tant que telles pour nous? C'est vraiment la possibilité d'incarner cette démarche d'éducation par la recherche avec des objets, des démarches qui sont accessibles aux élèves et surtout avec quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'orientation des élèves. Ils n'ont pas simplement se cantonner au fameux Bac-3, Bac+3, mais d'introduire, comme disait le collègue tout à l'heure, ces filières porteuses d'innovation, ces filières porteuses de réflexion, ces filières porteuses de choix non seulement académiques, mais également professionnels, mais dès plus jeunes. Je dirais lycée, c'est presque trop tard. Il faut commencer plus jeune. Donc, un dernier mot avant de m'arrêter et peut-être de recueillir des questions s'il y en a. S'aventurier du vivant, s'aventurier des biotech, s'aventurier du climat, etc. Aujourd'hui, on essaie de les réunir dans une grande famille. On a travaillé également beaucoup sur l'éducation au développement durable. En ce moment, nous déployons un MOOC qui est l'éducation en anthropocène. Donc, ce terme anthropocène qui nous permet d'avoir une approche interdisciplinaire entre les sciences du vivant, les biotech, mais également en convoquant, même si c'est l'année de la biologie, il y a toute l'histoire des sciences derrière, comment la catégorie nature a émergé au 19e siècle, comment la catégorie environnement est venue après. Pourquoi on parle aujourd'hui de tous ces mots? Donc voilà, c'est pouvoir donner aux élèves des outils des sciences du vivant, mais également des outils d'histoire des sciences pour comprendre où viennent ces concepts, ces mots et ces méthodes qu'ils utilisent, même dans des laboratoires de R&D de pointe dans des grandes entreprises. Je vous remercie. Merci Ange Soir. Je rappelle, vous êtes directrice du programme éducatif S'Aventurier École de la Recherche au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Alors, vous évoquez des questions, on en a des questions, malheureusement, on manquera de temps pour y répondre. Donc, toutes les personnes qui ont réagi sur l'outil Mentimeter et sur Twitter, nous vous apporterons des réponses écrites à l'issue de cette émission. On va se quitter, alors pas tout de suite, mais on va d'abord regarder l'infographie synthèse qui vous est proposée comme chaque mardi de l'IH2EF par Sylvain Paul, avec la compilation des outils mis à disposition du public. On découvre ça en images. Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver après une toute petite pause automnale que bien sûr vous avez pu mettre à profit pour aller observer la nature de plus près. Voici la sélection de ressources sur l'émission donc Année de la biologie. C'est le deuxième temps. Je vous rappelle que la première émission avait eu lieu le 15 juin.
Première ressource sur le site EduScol, bien sûr, donc qui présente les enjeux, les objectifs de cette année de la biologie menée en collaboration avec le CNRS. Donc avec notamment une carte cliquable qui présente toutes les actions et les dispositifs qui sont menés académie par académie. Donc ici, je vous présente les actions menées dans l'académie de Nancy-Metz. Je vous disais, et tout au long de cette émission, il en a été bien sûr question du CNRS. Donc le CNRS qui a mis à disposition un site consacré à l'année de la biologie. Donc sur ce site, vous allez pouvoir retrouver le calendrier des différents événements, des ressources de toutes sortes, des vidéos, des documentaires reliés à la biologie bien sûr, et plus particulièrement donc un onglet consacré à la formation des enseignants. Formation des enseignants qui est présentée ici, académie par académie, avec les différents dispositifs proposés. Allons maintenant faire un tour sur le site du Muséum national d'histoire naturelle, qui lui aussi participe activement bien sûr à cette année de la biologie, qui propose donc différents événements à Paris bien sûr, mais aussi sur le territoire français. Donc n'hésitez pas à aller consulter les différents événements, les différents dispositifs et différentes actions qu'il propose. On a parlé aussi de sciences participatives. Donc voilà, le Muséum d'histoire naturelle propose lui aussi de participer à la science de manière active, soit en s'inscrivant et en fournissant des données d'observation dans la nature, soit en participant à des projets. D'autres sites consacrés à la science participative, c'est Vigie Nature École. Donc ici, vous y retrouverez le descriptif, qui ils sont, ce qu'ils font, à quelle destination, et puis donc les protocoles mis en place pour s'inscrire et participer aux différents projets, aux différentes actions qu'ils mènent. Sur le site Sciences Ensemble, toujours dans les sciences participatives et l'intelligence collective, donc vous propose la présentation de leurs actions, de qui ils sont également, de leurs objectifs, et puis là encore des appels à projets et des appels à participation à différentes actions. Bien sûr, on ne pourra pas passer à côté du CRI, donc le Centre de recherche interdisciplinaire, et les Saventuriers. Donc il en a été question bien sûr dans cette émission. Donc les Saventuriers, qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment participer au projet proposé par les Saventuriers. Avec notamment une petite explication simple sur ce qu'est la démarche scientifique. Passons à présent sur le site des Olympiades de la biologie, donc Olympiades nationales et Olympiades internationales. Donc, à qui ces Olympiades sont destinées? Quel est le profil des élèves qui peuvent s'inscrire? Et les modalités d'inscription. On ne pouvait pas parler de ressources sur la biologie sans bien sûr rappeler la mission Alpha menée en collaboration par le CNES, le CNRS et l'Académie de Toulouse. Cette action a été très largement médiatisée et je suis persuadée qu'à un moment ou à un autre, vous en avez tous entendu parler. Donc Thomas Pesquet, sur la mission Alpha, dans le cadre de Élève ton blob, avait effectivement proposé aux écoles et collèges et lycées, à ceux qui le souhaitaient, de recevoir du matériel pédagogique afin d'élever un blob, une créature fascinante, voilà, pour laquelle j'avoue avoir une certaine affection. Nous avons eu l'occasion tout à l'heure d'entendre Pierre Ferrand, donc Pierre Ferrand qui est enseignant de SBT et chargé de mission au CNES. Donc lui aussi travaille beaucoup sur le blob, et notamment avec Audrey Dussutour qui est une chercheure spécialisée dans ce domaine-là de l'étude du blob.
Revenons au domaine de l'éducation. Donc, 54 formations sont recensées autour du champ de la biologie. Donc, en voici quelques exemples. Ici, ce sont les formations pilotées par l'IGSR, donc l'Inspection générale de l'éducation, de la recherche et du sport. Elles sont citées ici sur ce document. Bien sûr, il y a d'autres formations, notamment dans le supérieur, tout le secteur médecine, pharmacie, véto, voilà, qui ne sont pas celles-ci pilotées par l'IGSR. Petit rappel, comme je vous le disais tout à l'heure, l'émission du 15 juin est toujours disponible en replay sur le site de l'IH2EF, donc n'hésitez pas à aller la visionner et puis jeter un petit coup d'œil aux ressources que j'avais déjà proposées à ce moment-là. Voilà, j'en ai terminé pour ce point ressources. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous annonce le prochain direct donc, qui aura lieu le 7 décembre et qui sera cette fois-ci consacré à l'éducation à la santé. Je vous souhaite une excellente soirée et je rends la parole à Marc-Antoine en studio. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup Sylvaine pour cette intervention. Merci également à l'ensemble de nos participants, les participants de cette édition des Mardis de l'IH2EF. Ange Ansour, Annie Boisbouvier, Caroline Bonnefoy, Myriam Charlos, Catherine Gessu, Pierre Ferrand, David Guilherme, Jean-Marc Moulet et enfin Bertrand Pajot. Merci à vous neuf d'avoir pris part à cette émission. Vous pourrez bien sûr la retrouver en replay sur le site de l'IH2EF et sur sa page YouTube. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, comme vient de vous le dire Sylvaine, le 7 décembre où j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition des Mardis de l'IH2EF. Merci à tous ceux qui ont pris part à la création et à la conception et à la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous et à très bientôt.